aujourd'hui, on va se replonger un petit peu dans le monde de l'archéométrie. Yay! Donc, rappelez-vous, dans l'épisode précédent, on avait abordé la datation, et notamment la méthode du Oui. radiocarbone. Sauf que maintenant, en fait, il est temps de parler d'une autre facette de l'archéométrie, qui est la caractérisation des matériaux. Donc, alors, qu'est-ce que c'est La caractérisation, en gros, c'est l'analyse des matériaux afin de connaître leur composition chimique et leur structure. C'est-à-dire de quoi ils sont faits et comment ils sont agencés à l'intérieur. Donc c'est peut-être un petit peu vague pour l'instant, mais on va prendre un exemple très concret, un exemple que j'ai déjà utilisé lors de travaux universitaires pour illustrer ça, et comprendre comment on fait et à quoi ça sert. Un exemple que personnellement je trouve plutôt cool, et j'espère qu'il vous plaira, puisqu'on va parler de la caractérisation des sabres japonais. Donc véritable Oh! symbole du Japon et de son histoire, de sa culture, hein, le sabre, le fameux katana que tout le monde connaît, il est étroitement lié à l'essor de la classe des samouraïs. Les plus anciens de ces sabres, ils sont extrêmement précieux. Au Japon, ils sont considérés comme des trésors nationaux, c'est-à-dire qu'ils sont inscrits comme objets présentant une grande valeur culturelle et patrimoniale. Chez nous, on a un petit peu l'équivalent avec les monuments historiques. D'accord. Mais ça va aller un petit peu plus loin, parce qu'au Japon, il y a des esprits tutélaires qui se logent un petit peu partout, dans les lieux naturels, artificiels, dans des objets, et même dans les sabres. Du coup, il est très compliqué en fait de soumettre un sabre à un examen minutieux qui va nécessiter des méthodes d'investigation invasives, c'est-à-dire en gros de prélever un échantillon. C'est même chose quasi impossible pour des sabres datant d'avant le XXe siècle, notamment les sabres qui sont conservés dans les musées. Et on a un autre petit souci, c'est que en dehors du Japon, les sabres ils sont assez peu étudiés. Mais alors, me direz-vous, pourquoi chercher à étudier les sabres? Eh bien, on va reprendre un peu le principe de l'archéométrie. Comme pour la datation, les méthodes de caractérisation, elles interviennent pour compléter des données historiques ou archéologiques liées à une problématique précise. Avant l'ère industrielle, les artisans, notamment les forgerons, ils utilisaient des méthodes empiriques, basées sur leur expérience et leur observation. Du coup, analyser un sabre, ça peut apporter des éléments factuels qui permettent de mieux comprendre les techniques de forge anciennes, mais aussi les différentes étapes de fabrication. Et ça, c'est très important. En anthropologie, on appelle ça la chaîne opératoire. C'est un processus qui a été théorisé par André Leroy-Gourhan, c'est-à-dire en fait les différentes étapes de la création d'un objet depuis le ramassage des matières premières. Du coup, les outils d'archéométrie peuvent aider à mieux comprendre les sabres japonais, et ça peut aller plus loin puisque la caractérisation des matériaux, elle permet également de trouver par exemple des marqueurs de provenance, c'est-à-dire des éléments chimiques qui se trouvent en quantité infime dans la matière, que l'on peut relier à des sites naturels d'extraction de matières premières. En fait, c'est quelque chose de très précieux pour apporter des connaissances générales sur les sociétés humaines, l'analyse des matériaux. D'accord. On va revenir un petit peu à nos sabres. Donc l'usage du sabre au Japon, il culmine au XVe et au XVIe siècle. Il va de pair avec l'histoire des samouraïs, et d'ailleurs c'est seulement depuis la fin du XIVe siècle que cette arme elle leur est associée. Avant c'était l'arc qui était l'arme de prédilection des samouraïs. On va pas trop s'étendre dessus, mais le XVe et XVIe siècle au Japon, ça correspond à une période un peu compliquée de bouleversements sociaux et économiques qui touche l'ensemble de l'archipel, et qui aboutit à une période de guerre civile qu'on appelle l'époque Sengoku. Des individus issus de familles non nobles parviennent alors à monter l'échelle sociale grâce au combat, et ça va constituer peu à peu une nouvelle classe de samouraïs. À l'époque d'Edo, qui commence en 1603, en fait ça a marqué le retour de la paix, et le sabre il va s'affiner, s'alléger, pour passer d'un instrument de guerre à un symbole de prestige. D'ailleurs à cette époque, son usage il va être puni de mort. Et après la période Edo, en 1876, il y a un arrêt impérial qui interdit carrément le port du sabre, qui se retrouve alors seulement dans l'attirail des officiers de l'armée impériale. Donc cette date, ça marque vraiment la fin de la période des samouraïs, si vous voulez. Mais le sabre, il possède déjà une très longue histoire, dont on va revenir dessus. Les premiers sabres, ils sont forgés depuis le 8e siècle de notre ère, grâce à une technologie de forge et de trempe de l'acier qui est importée de Chine, et qui est connue depuis le 5e siècle sur le continent asiatique. Ces premiers sabres, ils sont caractérisés par une lame droite à un seul tranchant qu'on appelle chokuto. Ce qu'il faut savoir, c'est que les forgerons japonais, en fait, ils n'ont jamais disposé de minerais de fer, étant donné la nature volcanique du sol de l'archipel, et du coup, ils vont remédier à ça en utilisant la seule source de fer dont ils ont accès, c'est-à-dire du sable ferrugineux, donc riche en fer, de couleur sombre, qui est appelé en japonais satetsu, qui veut dire littéralement sable de fer. Et ça, en fait, ça va être à la base de la technique de forge jusqu'à l'ère industrielle. Les gisements de sable ferrugineux, ils peuvent être localisés dans les lits des rivières, au fond des lacs, sur les littoraux ou au niveau des dunes. Du coup, ils sont assez faciles d'accès et ils sont considérés comme les premières sources de fer à être utilisées dans la forge des sabres. Mais à cette époque, on est encore loin du katana. Son véritable ancêtre, c'est le tachi,
qui est mis au point durant la période Heian, donc de la fin du 8e siècle jusqu'au 12e siècle. C'est là que le sabre va gagner sa courbure, qui est à la base adaptée au combat à cheval. À cette époque aussi, on a des nouveaux gisements de satetsu qui sont exploités, qui sont issus des collines et des montagnes. Donc peut-être qu'il y a des nains aussi, surtout Probablement. Hein. le fer, les collines, les montagnes. Donc l'avantage, c'est que si on additionne ces gisements à ceux qu'on connaît déjà, on s'aperçoit qu'il existe des gisements de satetsu dans presque toutes les régions du Japon. Donc à partir de là, les techniques de forge, elles ne vont cesser de s'améliorer. La période Kamakura, qui va du XIIe au XIVe siècle, c'est considéré comme l'âge d'or de la forge des sabres. D'ailleurs, on a l'empereur Go-Toba, au début de cette période, qui a rassemblé à sa cour les forgerons les plus talentueux et qui lui-même est devenu forgeron. C'est aussi pendant cette période que les tentatives d'invasion mongole, en 1274 et en 1281, ont permis le développement du tanto, donc un sabre court avec une lame de moins de 30 cm, et du tachi, cette fois utilisé à deux mains, avec des lames pouvant aller jusqu'à 1,60 m. Et tout ça, c'est beaucoup plus adapté au combat à pied. Au XIVe siècle, il y a une importante tradition de métallurgistes qui est déjà établie dans tout le Japon et qui va aboutir à la formation de 5 célèbres écoles de forge que l'on regroupe sous le terme de Gokaden, qui veut dire les 5 traditions. C'est-à-dire que chaque école va avoir sa propre manière de forger ses sabres. L'art de la forge il se développe et du coup dans tout le pays et des familles de forgerons réputés commencent à apparaître. À la vue de la qualité des lames développées, à cette époque, les sabres japonais y deviennent un produit d'exportation qui va rencontrer un succès retentissant, notamment sur le continent asiatique, et ça va être très très rentable pour les artisans japonais. À la période suivante, donc la période Muromachi, qui va de 1392 à 1573, on est en pleine époque du Sengoku Jidai, donc la guerre civile dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. La production des sabres, elle va augmenter, mais leur qualité va diminuer. Cette époque, elle est un peu considérée comme l'âge sombre des sabres japonais. Il y a également des armes qui sont importées de Chine. Cette ère, elle marque néanmoins le développement des uchigatana, qui sont des lames d'environ 60 cm recourbées et utilisables à une main. Donc on s'approche un petit peu de ce dont on va parler aujourd'hui. Pendant la période de Momoyama, de 1573 à 1603, on est dans un renouveau un peu de la symbolique du sabre. Le uchigatana, voilà, cette fois, il est décliné en katana. C'est à cette époque qu'apparaît la fameuse arme que tout le monde connaît. Donc un katana, ça a une lame qui va de 60 cm à 1 mètre. Mais on a aussi l'apparition du wakizashi, ou shoto, c'est-à-dire une lame un peu plus courte qui mesure entre 30 et 60 cm. Le sabre, il est désormais un symbole de pouvoir et de statut social qui est fortement lié à l'émergence de nouveaux samouraïs. Le port du sabre long et du sabre court se développe, ainsi que les écoles d'escrime qui sont présentes dans tout le pays. Le tachi, à cette époque, vous vous rappelez, c'est déjà un sabre qui est utilisé depuis longtemps, et bien il est encore utilisé. Il est traditionnellement porté suspendu, la lame vers le bas, dans un fourreau décoré, mais du coup il est davantage réservé à l'apparat. Tandis que le katana, lui, il va être glissé à la ceinture, la lame vers le haut, dans un fourreau souvent en bois laqué. Les guerres civiles, elles ont stimulé la production au Japon et permis une véritable fabrication en série, concentrée dans les régions des actuelles villes de Hiroshima et Okayama. Les raids des pirates japonais, les wako, ils ont également contribué à faire connaître la qualité de ces armes dans des régions qui sont proches du Japon. C'est l'avantage quand on est sur une île, c'est qu'on a beaucoup de pirates et que si on produit des très bons sabres, ils vont les faire connaître un petit peu partout autour. Les katanas de la période Muromachi, c'est-à-dire la seconde moitié du XVIe siècle, ils sont appelés Shinto. C'est un homonyme de la religion Shinto, sauf que là ça veut pas dire du tout la même chose. Shinto, dans ce cadre-là, ça veut dire nouveau sabre. De plus, à cette époque, autour des années 1550, l'origine de la matière première va se diversifier grâce au Namban-tetsu, un acier d'origine portugaise. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'analyse des lingots de Namban-tetsu a révélé que l'acier serait probablement extrait depuis les mines de Goa en Inde. Donc Goa qui était une colonie portugaise à l'époque. Mais par tradition, le minerai d'origine locale, issu de sable, il n'est pas abandonné. Ce minerai il possède une forte teneur en titane et une faible proportion en silicium. Il présente également des faibles concentrations de phosphore et de soufre, ce qui permet d'obtenir un métal plus résistant, qui ne se rouille pas et qui se brise plus difficilement. Et en plus, il a l'avantage de comporter très peu d'impuretés. Donc c'est aussi à la fin du XVIe siècle que l'apparition des armes à feu convainc de nombreux forgerons à abandonner la fabrication des sabres, qui est un processus très long et très délicat, au profit de la fabrication d'arquebuses. D'ailleurs, fait un petit peu insolite à cette époque, il était produit plus d'arquebuses au Japon que dans toute l'Europe. À l'époque d'Edo, donc de 1603 à 1868, c'est l'époque où le Japon se réunit, c'est une période de paix,
Et même si les grands forgerons sont considérés comme des artisans exceptionnels, le sabre il va devenir plus un marqueur social qu'une arme de guerre. Seuls les samouraïs de haut rang pouvaient porter les deux sabres, le sabre long et le sabre court. En japonais ça se dit daisho, qui est une contraction de daito qui veut dire sabre long et de shoto qui veut dire sabre court. Et cette expression, elle apparaît à cette époque, donc à l'époque d'Edo. Le peuple, les marchands, les artisans, ils sont autorisés à porter uniquement le sabre court. Après 1876, donc après l'arrêt qui interdit le port du sabre, il faudra attendre 1912 pour que la production de sabres en masse reprenne, et ce jusqu'en 1945. Mais les techniques de forge industrielle changent des techniques traditionnelles développées précédemment, et même si ces lames sont de très bonne qualité, elles restent différentes dans leur composition par rapport aux lames anciennes. Cependant, il y a une forge quand même traditionnelle qui a été reconstruite en 1969 pour produire de l'acier pour les artisans qui perpétuent les méthodes traditionnelles. Donc petit aparté, il y a de nombreux ouvrages qui traitent de l'art du sabre, le kenjutsu. On va pas en parler trop aujourd'hui, le plus célèbre de ces ouvrages, c'est le traité des 5 roues, écrit par le célèbre samouraï Miyamoto Musashi. Oui, et d'ailleurs, une très bonne chronique voilà, c'est ça. qui a été faite par Raphaël, et du coup si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à la saison 1 de Tout et de Rien. Yes. Parfait. Ce qui est intéressant dans ce traité, c'est que il insiste déjà sur la mentalité du guerrier plus que sur la tactique au sens strict, et l'entraînement des samouraïs est d'ailleurs comparé à la fabrication d'une lame, où le guerrier en fait il se forge et il se polit à l'entraînement. La qualité de la lame, elle est tout aussi primordiale que celle de l'escrimeur, et en fait il va y avoir une véritable mystique religieuse qui accompagne la fabrication et l'usage du sabre, donc qui va aller avec des purifications, des cérémonies shinto, et tout ça en fait ça peut transformer un simple sabre en une véritable divinité. C'est pour ça qu'ils sont extrêmement précieux. Les sabres japonais ils sont entourés de règles, de mythes depuis leur fabrication, qui s'assimilent à un rituel religieux jusqu'à leur manipulation, et même la manipulation elle va être entièrement codifiée. Il y a un vrai respect en fait qui entoure ces armes. Chaque étape, que ce soit pour sortir la lame du fourreau, l'observer ou la nettoyer, est codifiée. D'ailleurs, la réalisation d'un sabre est aussi très spirituelle. Avant de travailler, le forgeron il doit se purifier. Il prie, il fait des offrandes aux divinités, et durant la fabrication, en fait, toute sa vie va être régie par un emploi du temps et des règles strictes. Alors ça, c'était un peu pour introduire le monde médiéval japonais, le sabre en tant qu'objet. Mais si on se concentre sur un sabre, quand on regarde du coup un katana, on peut voir qu'il y a 3 caractéristiques qui sont déjà visibles à l'œil nu. On voit tout d'abord la courbure, mais on a aussi 2 choses qui sont le hamon et la texture, qui vont refléter le procédé de fabrication. Donc ça c'est des choses qu'on peut voir directement quand on a affaire à une lame de sabre. Le hamon, c'est la partie tranchante, qui montre plusieurs sortes de motifs en forme de vague sur la surface de la lame. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Non, pas trop. Bof, je t'avoue, pas trop. Si vous tapez lame katana ou alors katana, en fait vous verrez que le bord il n'est pas uniforme. Il y a toujours des sortes de motifs un petit peu dessus. Oui, effectivement. Ouais. Et ça, voilà, en japonais, on appelle ça le hamon. Et on a aussi la texture qui va être assez intéressante, la texture de la lame. En fait, si on regarde un peu plus en détail, on voit que c'est pas non plus uniforme. C'est sous forme de petits traits qui sont extrêmement fins. D'accord. Donc la lame des sabres japonais, elle arrive à combiner 2 propriétés, grâce justement à l'acier dans lequel elle est forgée, mais aussi à la maîtrise du forgeron. Ces 2 propriétés, c'est la dureté, en maintenant un bord tranchant sans qu'il se casse, et la résistance qui offre une lame solide qui résiste au coup, tout en conservant un acier qui est malléable pour l'artisan. Pour ça, en fait, la lame, elle est composée de plusieurs parties, notamment un cœur en acier doux entouré d'un acier plus dur. Les premières études sur les sabres, elles datent des années 1950. Ces recherches elles concernaient des analyses chimiques de la matière première et les techniques de fabrication. Et d'ailleurs, il existe toujours une littérature scientifique à ce sujet, qui est passionnante. Bon, pour la plupart du temps, c'est en japonais, donc je pourrais pas le lire du tout, mais il y a des textes qui sont Enfin, il y a beaucoup de chercheurs américains, notamment, qui travaillent dessus. Et du coup, même de nos jours, il y a des progrès qui sont faits dans cette recherche. Ceci étant dit, je vous propose un petit... je vous propose qu'on forge nous-mêmes notre propre katana virtuel. Cool. Ça vous va? Oui. Bah grave. Vous êtes chaud? Oui, Ouais. carrément. Donc faites appel aux esprits des nains de la chronique précédente. Je vais essayer de vous guider un peu, je vais prendre le rôle un peu du maître forgeron, et vous allez être un peu les assistants. Et d'ailleurs, j'ai une
peut-être une première question pour vous. Qu'est-ce que l'acier? Parce qu'on parle d'acier depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est? C'est un alliage De... de fer et de... et merde, et de zinc. Non. Non, le zinc, c'est un alliage aussi en plus, je crois. Je sais plus quel autre métaux qu'il faut pour faire de l'acier. Moi, j'en ai aucune Tiffany? idée. Alors là, franchement, j'ai jamais entendu parler de ce que c'était l'acier. Je viens de me rendre compte du coup que j'avais jamais entendu parler de ce que c'était l'acier. Donc, je suis ravie d'en savoir plus. Je le sais en plus. Ah ben, on m'a donné des super assistants. Excusez-nous, Sensei, on sort tout juste de l'école d'apprentissage. Gomenasai, ouais. S'il te plaît. Alors, l'acier, c'est du fer qui contient du carbone. En fait, d'une manière générale, plus le taux de carbone est élevé et plus l'acier est résistant. Mais du coup, moins il sera souple. Ouais, D'accord. logique. Parce qu'un katana, c'est un Donc. peu souple, non, quand même? Tu peux, vite fait. Oui. Ouais. Exactement. C'est exactement. Faut trouver le point culminant entre rudesse et simplicité. Alors, vous verrez, hein, on va forger notre katana, j'espère qu'il sera réussi. Déjà, ça commence un petit Les peu pires mal. élèves du monde. Qui brûle un peu les étapes, ils comprennent rien, mais... Alors, mais du coup, je vais vous donner quand même la première étape pour acquérir notre acier, parce que c'est vrai qu'on n'en est pas encore à la forge en elle-même. Donc on a vu que la matière première, elle provient de sable riche en fer. Une fois ce sable extrait, on va le laver plusieurs fois pour enlever tous les résidus indésirables, comme la terre par exemple. Et attention parce qu'il va falloir utiliser d'énormes quantités de sable. En fait, la fonte d'un bloc d'acier, ça nécessite de verser dans un four près de 8 tonnes de sable et autour de 13 tonnes de charbon de bois. Wow, ok, d'accord. Donc c'est beaucoup, et c'est pour ça que c'est assez délicat à construire un sabre et ça demande beaucoup de main d'œuvre et de patience. Mais pour ça, on a la chance d'avoir un four qui est spécifique, adapté à ça, qui s'appelle le four Tatara, qui est une technique de forge qui a été inventée justement au Japon. Donc il faudra dans un premier temps s'armer de patience parce que pour réduire le minerai de fer, on va avoir besoin d'un temps de cuisson qui est très long. Et dans très long, en fait, je veux dire, c'est entre 65 et 70 heures, à des températures comprises entre 1200 et 1500 degrés. Et dès la cuisson, en fait, le charbon, il va nous servir à deux choses. Alors, d'après vous, lesquelles? Le charbon, il va nous servir à deux choses. C'est ça. À conserver la chaleur, déjà, j'imagine. Ouais. Voilà, tout à fait, oui, comme source d'énergie. Source d'énergie. Et je Pour vois donner pas une à quoi teinte. d'autre il pourrait Non, servir. c'est pas possible. J'en ai aucune idée. Je sais pas. À faire des dessins à côté pour pas qu'on Ouais, s'ennuie. c'est ça. Alors oui, parce que c'est vrai qu'en 3-4 jours, on risque de s'ennuyer. Mais Non, rappelez-vous franchement, qu'il y a je sais des pas, cérémonies je sais. religieuses. Des masques, masques pour le visage. Alors le charbon, c'est... Comment? Non, rien, je disais une connerie. Damasque. Alors le charbon, il est constitué de quoi? De carbone. Oh putain, bah oui, pour faire le... Oh, je suis con. Exactement. Et Exactement, bravo, je suis content. apprenti Marc. Dans ta connerie, tu as trouvé la réponse. Donc voilà, le charbon, il va nous servir de source d'énergie et également de source de carbone. Alors du coup, une fois que notre minerai il a fondu, le bloc d'acier que l'on sort, il va posséder une teneur en carbone qui est globalement très élevée, autour de 4% à peu près. Qu'est-ce qu'on va faire de ce bloc d'acier, d'après vous? Bah on va le... on va le purifier en lui explosant un petit peu la gueule pour virer les aspérités et les scories, non, c'est ça? Déjà? Presque. Une idée, Tiffany? Bah en fait, non. Non, franchement, je sais pas. Alors là, on a fait chaud un dans cette gros forge, bloc hein. d'acier. Fait chaud. Ouais. Non, vraiment, Notre bloc d'acier, en effet, on va un peu le défoncer. On va surtout pas l'utiliser tel quel, parce que sinon, en fait, on pourra pas forger une lame de bonne qualité. Parce qu'une lame faite d'un seul acier très dur, le problème c'est qu'elle risquerait de se briser si on l'utilise. En fait, on va se servir de la moitié ou du tiers de notre production qui présente des teneurs en carbone qui sont acceptables, c'est-à-dire entre 0,3 et 1,5%. Ça en japonais, on appelle ça le tamahagane. Et en fait, on va le sortir sous forme de fragments de la taille d'un point. Donc c'est là où on va prendre notre marteau et séparer un peu les morceaux. On va les aplatir ensuite en feuillets très fins.
Ouais. Et certains peuvent posséder une forte teneur en carbone, ils sont alors plus friables, et d'autres ils vont avoir une teneur en carbone plus faible, ils sont alors plus malléables. En fait, on va les séparer en deux groupes. Et là, on va utiliser une spécificité de notre technique de forge qui va donner sa texture si particulière à notre lame. Alors, d'après La vous, larme de notre douleur. oui, à vos larmes. D'après vous, qu'est-ce qu'on va faire avec ces feuillets? Bah, j'imagine que du coup là on les a séparés, donc je suppose C'est que ça. il y en a une partie qui va nous servir pour une partie du katana et l'autre qui va nous servir pour une autre partie, je suppose. Mhm. Je dirais que la partie la plus souple on s'en sert pour le tranchant et le plus dur pour le reste, je sais pas. Alors, c'est l'inverse. Si on C'est fait l'inverse, ça, ça merde. veut dire que tu auras un tranchant qui va être mou et Oui, bah oui, c'est logique, ouais. un D'accord. cœur qui va être dur, donc plus cassant. J'ai la logique, mais pas dans le bon Oui, ordre à chaque fois. oui. Mais il y a de l'idée, il y a de l'idée. Mais on va, en plus, on va améliorer un petit peu tout ça. En fait, on va reforger le tout en l'étirant, en pliant nos plaques de métal. Dans un Et, millefeuille. et en fait, on va replier nos plaques de métal plusieurs fois sur elles-mêmes. En fait, une même plaque, elle peut être repliée jusqu'à 15 à 20 fois. Ah oui, d'accord. Et le C'est résultat, un kunyaman de métal, quoi. c'est exactement ça, une sorte de millefeuille de métal. Oui. Et le résultat, en fait, ça va donner plusieurs milliers de couches d'acier assemblées entre elles. Chacune, c'est de l'ordre du micromètre. En fait, cette étape de la forge, elle est visible sur la surface de la lame sous forme de traits, et les traits qui sont très très fins, que l'on voit un petit peu Ah quand, oui. quand on zoome sur une lame de katana. D'accord. Et son motif, en fait, il va dépendre de la manière dont on a plié les plaques et du nombre de fois et de nos techniques aussi de martelage. En fait, en effet, si la base de la technique de forge c'est la même, il peut exister des variables différentes en fonction des forgerons, c'est-à-dire dans le nombre de pliages, ou la variation de la température de chauffe. En fait, c'est ça qui va caractériser les différentes écoles de forge, et c'est ce qui permet de différencier les ateliers d'où proviennent les lames. Donc d'une manière générale, tous ces facteurs ils vont avoir une influence sur la qualité finale de notre lame. On a le noyau de notre lame qui est composé d'un acier plus souple, hein, comme j'ai dit, faible en carbone, qui est enveloppé dans une gaine d'acier très dure, qui est elle riche en carbone, ce qui permet d'allier élasticité, résistance et dureté dans le produit final. Les deux parties elles sont réalisées de la même manière, donc avec nos couches d'acier repliées. Du coup, qu'est-ce qui va nous rester à faire dans tout ça? Bah, Euh, enfin, là, du coup, on a la forme. Enfin, je veux dire, ça ressemble à quelque chose ou pas forcément rien. Ben justement, il va falloir mettre en forme. Voilà, yes. Ah, faut réchauffer le tout pour lui donner une forme en fait. Ouais, voilà. Eh ben c'est une excellente réponse. C'est tout à fait ça. Là, il suffit de Là, c'est réchauffer le c'est la partie qu'on voit dans les films, là, à ce moment où ils Ouais. sont là, Voilà. ting, ting, en train de. Ouais, d'accord. pour mettre en forme notre lame pour qu'elle ait son aspect final. Mais c'est pas fini, parce que là, du coup, on a Ah. la forme générale, et c'est encore un petit peu chaud. Du coup, quelle va être la dernière étape et également la plus importante? Faut refroidir en trempant dans de l'eau. C'est ça, c'est la trempe. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est bien, vous vous rattrapez très bien sur la fin. On va avoir un katana virtuel qui ressemble peut-être à quelque chose. Ben, la fin, ça ressemble plus ou moins à des trucs qu'on peut faire chez nous, quoi, j'ai envie de dire. C'est moins traditionnel japonais, quoi. Oui, oui. Bon, alors après, Donc- heureusement que c'est toi qui as parlé, Marc, parce que moi j'allais dire ouais, faut mettre le manche. Alors tu sais, en fait, moi il serait vraiment pas allé loin, mon katana. Heureusement que c'était pas une commande, hein, sinon on aurait du mal. Donc la trempe, elle se prépare pas à la légère. En fait, on va utiliser un mélange d'argile, de cendre, de charbon pour recouvrir la lame. Le tranchant, on peut le laisser libre ou on peut le recouvrir plus finement pendant cette étape. On va laisser en fait l'enduit pendant 1 semaine pour qu'il sèche. Ensuite, D'accord. c'est là en fait qu'on va tremper la lame en la plongeant brutalement dans de l'eau après une dernière chauffe uniforme à environ 800-850 degrés. Et ça en fait ça va modifier la structure de la lame et achever de la durcir et aussi d'accentuer la courbure finale. Donc le tranchant qui est peu ou pas protégé, il va refroidir plus rapidement que le reste de la lame. La structure de l'acier va se modifier et le hamon va apparaître. Vous vous rappelez les motifs en forme de vague? Oui. Du coup, figé par la trempe, il y a de la martensite, qui est une microstructure de grande dureté qui va se former au niveau du tranchant. La partie supérieure et le dos de la lame refroidissent plus lentement, ce qui permet la formation d'une structure différente de perlite
et de ferrite. Donc en fait, c'est des composés, des microstructures de l'acier qui vont se figer et donner leur apparence finale au katana. C'est grâce à cette différence de dureté entre les deux parties de la lame que celle-ci va gagner en résistance, et parmi sa qualité, on est même capable de trancher du métal avec un katana sans qu'il se brise. Ouais, C'est stylé. c'est plutôt cool. Hein. Du coup, une fois la trempe réalisée, il nous reste encore à ajuster la courbure, puis un travail de polissage commence, et le forgeron va signer et dater son œuvre. D'autres opérations plus complexes de polissage sont confiées à un artisan qui est spécialisé là-dedans, et qui va passer plusieurs jours, voire semaines, à affiner le tranchant. Donc la complexité et la minutie de ces opérations, elles ne permettent pas à un artisan de produire plus d'une dizaine de lames de grande qualité par an. On a vu, ça prend énormément de temps. Le processus de fabrication d'une bonne lame, il peut donc prendre jusqu'à une année entière. Il existait des forgerons qui étaient spécialisés dans les lames de moindre qualité, qui permettaient de fournir une production de masse. On a vu qu'à certaines périodes, on avait besoin de produire en masse des sabres. L'étude des sabres japonais, d'un point de vue de la métallurgie, elle se concentre sur la structure de la matière et sur la combinaison maîtrisée des différentes phases de l'acier. La caractérisation des différents aciers présents dans la lame permet de connaître la manière dont ils ont été formés et de savoir comment ils sont arrangés entre eux dans l'objet fini. Du coup, nous on a forgé notre lame avec 2 aciers, mais il est possible de combiner jusqu'à 4 types d'aciers de différentes duretés. La principale méthode pour analyser tout ça, en fait, pour voir un peu comment c'est fait un katana, ça consiste à faire des sections dans la lame. Donc on la découpe en tranches parallèles afin d'étudier sa structure interne. Ce type de préparation, il a l'avantage de présenter des résultats qui sont satisfaisants, mais à l'inconvénient d'être destructif pour l'objet, forcément. Et ce processus, il ne peut pas être appliqué au sabre ancien. De plus, la structure interne, elle va être propre à chaque lame. On a vu que c'était assez compliqué à faire, ça reste des méthodes qui sont artisanales, et du coup c'est difficile de tirer des généralités si on ne découpe pas tous les katanas du Japon. Du coup on va essayer de trouver d'autres méthodes pour analyser tout ça. Comme on l'a vu, la lame elle est constituée de 3 types de composés dus à sa fabrication. La ferrite, la perlite et la martensite, qui sont tous issus de la fusion du minerai originel en fonction de la température de chauffe et de la trempe. Si ça vous intéresse, ce point particulier, je vous conseille de chercher le diagramme de phase de l'acier pour voir à quel moment ces microstructures elles apparaissent. On va pas développer ça parce que c'est un petit peu compliqué. J'entends que Marc est en train de chercher. Oui. Si, je vois à quoi ça. C'est grave de phase. Oh putain, la vache, ça a l'air compliqué. Ah ouais. effectivement. Ouais, ça. Ouais. Non, moi je vais C'est pour ça- m'occuper ça dimanche, hein, plutôt. C'est bien. J'en parlerai pas, rassurez-vous. On va pas développer ce point-là. Ok, d'accord, très bien. Alors, depuis tout à l'heure, en fait, on parle d'archéométrie, hein, sans que j'aime forcément mentionner le mot. Et en fait, Ouais. on parle surtout de techniques de caractérisation des matériaux. On parle de caractérisation des matériaux, mais pas forcément des outils. Les outils qu'on utilise pour voir à l'intérieur d'un objet, notamment en métal, comme une lame de katana, on peut utiliser par exemple la microscopie électronique à balayage de diffraction des électrons rétrodiffusés pour voir par exemple certaines parties de la lame en faisant une cartographie des éléments présents. Et on peut sonder le matériau pour avoir des données qualitatives, donc c'est-à-dire quels sont les éléments qu'on a dedans, et quantitatives, c'est-à-dire combien on a de ces éléments. Cependant, le problème avec le microscope électronique à balayage, c'est que la limite de pénétration due à son faisceau d'électrons, elle n'est pas assez puissante pour rentrer totalement dans la matière. Du coup, on peut avoir juste une analyse de surface. Pour pallier à ça, on a une sorte de microscope électronique à balayage un peu plus puissant qui s'appelle la microsonde de Castin. Et ça, c'est encore plus efficace pour aller au fond de la matière. En fait, on va analyser non pas des électrons rétrodiffusés, mais des photons qui sont émis par l'échantillon, après avoir excité des électrons qui sont proches du noyau de chaque atome. Et du coup, ce qui nous permet d'avoir une capacité de pénétration accrue. Grâce à ça, on peut voir par exemple que les faibles teneurs en éléments mineurs et traces garantissent une structure atomique homogène dans la lame. L'élément principal, c'est évidemment le fer, qui est présent à plus de 99% pour le cœur de la lame, et plus de 98% pour le tranchant, soit des teneurs en carbone comprises entre 0,3% pour le cœur et jusqu'à 1,5% pour notre tranchant de notre lame.
Et la présence de certains éléments traces peut permettre de rattacher la lame à une période. Par exemple, si on a du soufre, c'est que l'acier est plus récent. Des traces de soufre se retrouvent dans les sabres fabriqués à la fin de la période Edo et au 19e siècle. Le procédé Tatala peut quant à lui être mis en évidence par la présence d'inclusions non métalliques, c'est-à-dire des oxydes de silicium, de titane ou d'aluminium qui sont déjà présents dans les sables ferrugineux, le satetsu. La microstructure de la lame, qu'on observe par microscopie optique ou par microscopie électronique à balayage, donc par exemple la martensite qu'on a évoquée tout à l'heure, en fait on la reconnaît parce qu'elle présente une morphologie qui est particulière avec des petits cristaux en forme d'aiguille, et du coup, je le rappelle, la microstructure c'est le reflet des opérations de forge et de pliage pendant la préparation du matériau, et elle se fige lors de la trempe. Donc, si on reprend notre diagramme de phase, on voit qu'on monte à une certaine température, on redescend, la trempe arrive, et du coup, on a cette microstructure qui est figée. Je sais pas si c'est un petit peu plus clair pour vous qui avez vu le diagramme. Non, si, ça passe, c'est plus clair que le diagramme. Donc, on l'a vu, une analyse de la structure interne, ça nécessite de prélever un échantillon afin de pouvoir recueillir des informations. Ce qui est le plus souvent impossible, hein, surtout sur des katanas de grande valeur culturelle et patrimoniale. Dans ce cas, on va avoir des alternatives qui se développent depuis une dizaine d'années, comme par exemple le faisceau de neutrons pulsés, qui, grâce à des capacités de pénétration suffisamment importantes, peut être utilisé pour des objets composés d'éléments lourds, comme le fer. Il s'agit d'une méthode de diffraction qui a été appliquée pour la caractérisation de fragments de sabre, mais aussi pour des sabres entiers. Et du coup, ça permet d'obtenir des informations sur la position des atomes au sein de la structure cristallographique, c'est-à-dire en fait l'arrangement des atomes entre eux, et ça permet de mieux comprendre encore le procédé de forge et les lames des sabres. Donc du coup, on a tout un pan qui s'ouvre à nous, d'analyse non destructive, et qui pourrait nous permettre d'apporter encore plus d'informations sur l'étude des katanas. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, on va repartir avec notre beau katana virtuel. Oh. Et j'espère que J'ai envie de l'avoir en vrai maintenant, du coup. Ouais, je sais pas, Mais moi. vous avez réussi les 2 dernières étapes, c'est grâce à vous. Bon, j'espère que ça vous a plu. Oui, c'était super, merci beaucoup. Franchement, c'était cool, ouais. Merci beaucoup. Moi, ce que je trouve hyper stylé, c'est que je savais pas qu'il n'y avait pas de mine de fer au Japon. Et je trouve ça hyper classe qu'ils fassent leur fer à partir de sable. Ouais, c'est super intéressant. Je trouve ça ouf qu'ils aient eu l'idée de se dire on va prendre du sable pour faire du fer, quoi. Alors que c'est du sable, quoi. Ouais, oui, c'est vrai que ça ne viendrait pas à l'idée forcément. Mais ouais, je trouve ça vraiment cool. Merci du coup pour l'information. Bah, si tu vois qu'en fait c'est un objet genre qui prend énormément de temps à fabriquer, qui est extrêmement précieux, et même pour ramasser 8 tonnes de sable et pour forger un katana, il faut quand même avoir l'idée de le faire. Enfin, c'est assez remarquable. Hein. Et je comprends mieux pourquoi est-ce que le katana est un objet si important pour les Japonais, en fait, parce que, je veux dire, quand tu vois tout ce qu'il faut faire pour en avoir un, c'est clair. Je me dis d'accord, ok, oui, je comprends mieux. Parce que chez nous, on a juste à aller récupérer du fer dans une mine et c'est bon, quoi. Enfin bon, il y a quand même pas mal d'étapes aussi, mais on n'a pas ramassé 8 tonnes de sable, quoi. C'est clair. C'est sûr. Tu dois le mériter, ton katana, quoi. Ouais, bah ouais, ça classe. coûtait très très cher. ça devait coûter très cher. Bon, après, c'est vrai qu'avec les techniques de sidérurgie moderne au 19e, ça a changé. Ça a changé. Mais quand même, ouais. Ouais, il y a toujours il y en a encore de nos jours qui font des katanas en mode tradi, vraiment à l'ancienne avec le sable et tout. Tout à fait, ouais. Ben, comme je l'avais dit, en 69, il y a une forge Tatala qui a été reconstruite. Alors, je sais plus où. Et du coup, ils ont fait des tests. Et du coup, ouais, ils sont. Alors, c'est même plus au-delà de l'archéologie expérimentale. C'est vraiment en fait des artisans qui refont des katanas et qui les vendent. En fait, c'est leur métier. C'est vraiment des forgerons un peu sur les méthodes anciennes. J'imagine même pas le budget qu'il te faut pour te payer quelque chose comme ça, quoi. Ouais. Je pense qu'il te faut beaucoup d'argent. Ouais. Ça, c'est hyper cool. Franchement, c'est. Merci du coup pour ta chronique. Merci de nous avoir fait participer dans la forge de ce katana virtuel. Ça m'a donné envie de faire de la forge maintenant, du coup. Ah ouais, c'est tentant.
Moi, je vais pas m'y essayer, hein. Je pense que c'est mieux si je le fais pas. Ouais. Je... Tiffany, oui, il va falloir encore travailler Ouais, un peu. T'es pas prête à sortir de l'académie tout de suite. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.